Podcast. Est-ce que... Attendez, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que l'une de vous a quelqu'un qui ronfle à côté de lui ou un chat ou un chien qui ferait trop... Ah, c'est Joe qui s'est endormi? Non, ah, bon. C'est le bulldog qui dort. Ah ouais, mais je l'entends depuis tout à l'heure. Ah, je suis désolée. Eh ben, c'est pas grave. Je suis désolée. Malheureusement, ça va être un aléa fréquent parce que c'est un chien qui ronfle et qui pète. Très bien. Donc, Bon, écoute, vas-y, je te laisse... Désolée, je t'ai coupé, je te laisse reprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Aujourd'hui, on va vous faire rencontrer une brillante avocate du nom de Woo Young-woo et essayer de vous faire regarder encore plus de dramas coréens, ou pour les novices, plein de dramas coréens, tout court. Ce n'est pas le premier Watchlist consacré à une série coréenne, puisque Julien vous avait présenté le désormais célébrissime Squid Game, ou le jeu du calamar, dans l'épisode 8 de la saison 6, et l'épisode 34 de la saison 5 parlait du très triste Signal. On avait même parlé de télé-réalité avec Single Inferno, dont la saison 2 vient de sortir. Franchement, on essaye de vous faire voyager. Et pour cet épisode, on est 3. Aline, Pomme et moi, Alex. Hello. Annyeonghaseyo. Aline, notre experte en drama coréen, créatrice et productrice du podcast Madeleine coréenne, où tu présentes chaque mois un drama coréen, récent ou pas tant que ça d'ailleurs, et tu es la voix du vendredi de la saison 3 de la réponse D sur le sujet Histoire des luttes, si je me trompe pas. Comment tu vas ? Bah ça va bien, Alexine. Et non, tu ne te trompes absolument pas. Les Madeleines coréennes, ça permet de mettre en miroir des faits de société sur la Corée du Sud avec des dramas coréens, comme dit. Et oui, le vendredi, Histoire des luttes sur la réponse D, donc que des choses très très joyeuses. Mais on essaye d'y mettre beaucoup d'entrain pour que ce soit des plus agréables. Pomme, quant à toi, tu es très connue pour le meilleur épisode de Watchlist, une cheminée à la maison. Mais bon, les podcasts, on sait que c'est pas trop ton truc. En cherchant un peu, mais pas assez, j'ai trouvé que tu étais dans l'équipe de Dr. Watt, podcast qui parle de Dr. Who, et tu étais dans l'équipe du roi Stephen sur l'œuvre de Stephen King, et tu es par contre aussi la voix des questions de la réponse D saison 2. Et puis 2-3 autres choses, tu participes aussi à pas mal d'autres projets. Tu vas bien ? Mais oui, ça va très très bien. Ça va très très bien. Effectivement, Dr. Watt sur Dr. Who, que d'ailleurs pour ceux qui nous écoutaient et puis qui sont pas encore au courant, on faisait un épisode toutes les 2 semaines. On a dû passer un épisode par mois et là on repasse un épisode toutes les 2 semaines, donc on est super contents. Et puis le roi Steven que j'ai quitté parce que à un moment donné les journées font que 24 heures, mais ça va, je pense qu'il y a peut-être 90 épisodes avec ma voix dedans, donc il y a de quoi faire. Et puis de toute façon, le podcast, lui, s'est pas arrêté et les copains continuent toujours avec entrain. Et la voix des questions de la saison 2, de la réponse D, et j'ai écrit pour la saison 3, pour la saison 1, peut-être bientôt pour la saison 4. Ouais, la réponse D, c'est un peu ce qui nous anime en ce moment. Oui, surtout qu'on a toutes les 3, on est à fond dans la réponse D, d'une façon ou d'une autre. Oui, puisque, vas-y, présente-toi. Quant à moi, on a dû se croiser sur ce flux déjà de Watchlist, vu que j'aime bien conseiller des animés japonais. Et sur la réponse D, puisque j'ai fait la voix de musique dans la saison 1, cette saison, je fais les faits divers. Et j'ai aussi écrit, comme Aline et toi, notamment sur la saison 1 et 2. Et on me voit aussi on m'entend dans le podcast Gonbe qui parle de la culture coréenne sous tous ses aspects. Voilà. Donc maintenant que nous sommes tous très intimes, on va passer à la reco du jour. La reco du jour est donc, comme vous l'avez compris, un drama coréen, un drama de Netflix, Extraordinary Attorney Woo, ou en coréen, Lee Sang-han, Pyonosa, Woo Young-woo. Donc on va faire un petit résumé du plot du drama. Nouvelle recrue d'un grand cabinet, la brillante avocate autiste Woo Young-woo fait face aux épreuves dans la salle d'audience et dans la vie. 제 이름은 똑바로 읽어도 거꾸로 읽어도 우영우입니다. 기러기 토마토 스위스 인도인 별똥별 우영우. 역삼요? 되게 재밌어요.
이 아가씨가 변호사예요? 우영 정체가 뭡니까? 바보인 척하면서 우리 놀리는 거 아니야? 우영우 변호사, 건방지게 누가 누굴 가르치려고 드는 거야 지금? 야, 변호사는 그것만 잘하면 돼. 일 있습니다! 있습니다. 글쎄 눈에. 이런 인재를 한바다가 안 데려오면 누가 데려옵니까? 나는 변호사님이랑 같은 편 하고 싶어요. 변호사님 같은 변호사가 내 편을 들어주면 좋겠어요. 있습니다. Donc ce drama, comme je l'ai dit, est produit par Netflix, comme d'autres comme Kingdom, ainsi que Love Alarm. Love Alarm. Un petit traumatisme pour Aline et moi, Love Alarm. Un grand trauma. Vous ferez pas de watchlist dessus? Non. Ok, très bien. Alors n'en parlons plus, on est là que pour faire des recours. Et donc, Woo Young-woo, qui comporte actuellement une saison de 16 épisodes, sortie en 2022, a eu tellement de succès que Netflix l'a reprogrammée puisqu'il y aura une saison 2 programmée pour 2024. On n'a pas encore la date. Ouais, le temps que ça soit tourné, monté, diffusé, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est annoncé un petit peu partout. Résumé un petit peu plus étoffé. Corrigez-moi si je me trompe. Mais sans Woo spoil. Young-woo, oui, sans spoil, c'est difficile. Woo Young-woo, éternelle première de la classe et de sa promo à la faculté de Séoul, se fait embaucher dans un des 2 plus grands cabinets juridiques de Séoul, Hanbada. Le drama juridique, donc, est articulé autour des procès auxquels elle participe et autour de sa vie. Notre héroïne est atteinte d'un trouble du spectre autistique et malgré son QI de 164 et sa mémoire infaillible, elle a eu de grandes difficultés à trouver un poste d'avocate. Donc même après avoir débuté sa carrière, elle se retrouve face à de nombreuses difficultés liées à son handicap et la discrimination qu'elle subit au quotidien. Donc c'est un drama quand même qui est assez inédit dans le paysage de la culture coréenne malgré tout, parce que la question du handicap et même de l'autisme, etc., c'est pas ce qui est de plus c'est pas ce qui est le plus souvent abordé, ne serait-ce que dans les dramas. Alors, donc ça se sent. Alors, ce que je n'ai pas dit dans ma présentation, c'est que c'est le premier drama coréen que je regarde. C'est même peut-être la première production coréenne que je regarde. C'est très possible. Donc j'ai pas du tout ni l'historique, ni les habitudes, ni rien que vous pouvez avoir. Et la manière dont c'est traité et amené, on sent que le but c'est de faire passer un message, que c'est pas un sujet habituel, que c'est pas un sujet facile. Et c'est plutôt pas mal fait. Après, Attorney Woo, c'est pas le premier drama où on voit une personne atteinte d'un trouble autistique. Il y en avait dans It's Okay Not to Be Okay ou dans d'autres dramas. Mais là, c'est vraiment le perso principal. Et en plus, dans cette série, c'est traité avec énormément de poésie, je trouve. Et c'est ce qui donne cette couleur à la série, qui en fait un objet assez particulier et qui peut-être aussi crée une certaine forme d'attachement au personnage principal et qui, comme tu le dis, Pomme, va lancer des débats, va pouvoir peut-être mettre en lumière des questions et faire réfléchir les gens, parce qu'on s'attache encore plus à ce perso en particulier. Oh, et puis c'est clairement dit, dans quasiment tous les épisodes, que la société coréenne n'est pas faite, n'est pas habituée, ne prend pas en compte ce genre de handicap. Entre ceux qui ont peur de l'attraper, ceux qui pensent que toutes les personnes autistes sont des criminels en puissance malgré eux, ou qui sont idiots, ou que après, franchement, c'est des clichés qu'on retrouve en France de la même manière. Hein. Là, pour le coup, ça, c'est pas spécifique à la Corée. Je sais plus où je voulais aller avec ma phrase. Alors, moi, au départ, quand j'ai lancé la série, donc, je ne connaissais pas du tout. Je sais même pas pourquoi j'ai lancé cette série-là. Je pense qu'on cherchait un truc et que c'était dans les 10 séries les plus vues du moment ou quelque chose comme ça. Vraiment, je sais plus pourquoi j'ai lancé ça. Mais, vraiment, je m'attendais à une série, pour ceux qui ont connu, à la Ali McBeal. Je veux dire, des avocats, que ce soit en Corée ou aux États-Unis, c'est des avocats, un cabinet d'avocats. Ok, il y en a une qui est autiste, mais je m'attendais à un truc avec plus de gags, plus... en fait, plus ce à quoi j'ai l'habitude, c'est-à-dire des séries américaines. Pas du tout, du coup, c'est vraiment, mais rien à voir. Et la manière... Et en fait, c'est ça, je m'attendais pas à ce que ce soit... que cette série porte un message.
je m'attendais à ce qu'il y ait des vannes autour du fait que cette nana est complètement autiste et que donc, j'en sais rien, elle est maladroite, elle dit des trucs rigolos. Et en fait, voilà, je m'attendais pas à ce que ça porte un message. Je m'attendais pas à ce que chaque épisode, certains épisodes sont lourds même au niveau du message. Enfin, lourds. Pas lourds au sens où ils en font trop, lourds au sens où c'est vraiment pas rigolo. Et passe aussi du rire aux larmes. Alors, c'est pas du spoil ce que je vais dire, c'est juste pour vous donner un exemple. Mais il y a un épisode où il y a une des avocates qui a des problèmes de transit, elle va aux toilettes et pour dire qu'elle a une grosse diarrhée, on entend des bruits de feux d'artifice. Et je sais plus si c'est dans cet épisode, genre ça c'est la fin d'un épisode, ou c'est peut-être dans le même épisode, ou dans l'épisode juste suivant, bim, on attaque sur le traitement des autistes pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'Allemagne nazie. Donc on peut passer aussi du très léger, un peu pipi caca, à des sujets ultra lourds, et finalement est-ce que la vie c'est pas un peu ça aussi, de passer de très léger, très couillon à des trucs un peu plus compliqués. Mais c'est bien dosé. Je te rejoins un petit peu sur la comparaison avec Ally McBeal, parce que moi j'y ai pensé, j'adore Ally McBeal comme série, et j'ai retrouvé un petit peu ce côté où, pas du tout pour les mêmes raisons, on a une héroïne qui est vraiment dans son monde, parce que Ally quand même, elle est vraiment dans son monde, et ces moments où, parce qu'il y a des moments dans le drama où en fait le personnage de Young-woo, elle va avoir une idée, et elle se retrouve complètement dans sa bulle, et moi je revoyais justement Ally McBeal quand elle pensait à un truc, et qu'il y avait des effets spéciaux qui apparaissaient. Et ce côté où justement le procès permet de parler de la vie personnelle du personnage justement, et d'amener quelque chose sur le personnage en parallèle avec le procès, par contre ça je l'ai bien retrouvé. Oui. Ah oui, ça c'est... Chaque procès apporte quelque chose dans la vie des personnages principaux de la série. Ce que j'ai trouvé pas mal aussi, c'est que toute l'histoire autour de l'autisme, des complications que peuvent apporter le fait d'être autiste dans cette société, tout n'est pas tourné autour du personnage principal. On voit aussi beaucoup son père qui l'a élevé, par exemple. Les difficultés que ça a été pour lui, les difficultés que ça peut être encore pour lui, la manière dont il a dû s'adapter, etc. Et puis l'entourage de manière générale. Et pareil, ses collègues, comment ils s'adaptent ou pas. Les difficultés ou pas, ce que ça peut aussi apporter, parce que ce qui est mis en avant, c'est qu'elle est extrêmement intelligente, elle a été reçue, je crois, première, ça on le sait très rapidement, hein, franchement, c'est pas je suis pas en train de vous spoiler un élément ultra fort du truc, mais elle a été reçue, je crois, première au barreau, ou à l'université, bref, extrêmement intelligente. Sauf que quand t'es avocat, c'est pas que tout dans la tête, c'est aussi beaucoup dans la relation humaine. Et c'est là où c'est plus compliqué. Et je trouve que cette série met bien en avant la force de l'équipe. Justement. Avec les plus et les moins de chacun, et comment les autres, ils sont pas non plus, c'est pas parce qu'ils ont peut-être plus d'empathie que ce sont des meilleurs avocats, et comment chacun, avec ses forces et ses défauts, peut équilibrer l'équipe, et travailler ensemble, etc. Ouais, je rebondis un peu sur ce que tu dis. C'est aussi la force, entre guillemets, de la société coréenne, c'est que tout se passe dans le collectif. D'accord. Contrairement à ce qui se passe, par exemple, à une série Ally McBeal, t'avais quand même beaucoup d'individualisme de la part des différents avocats. Je pense à Lucy Liu, qui avait un personnage assez... pas détestable, mais quasi. Et voilà, où elle était très individualiste. Là, on a aussi certaines individualités, mais elles vont... sans vouloir spoiler non plus, elles vont quand même s'effacer au fur et à mesure au profit du groupe et au profit du cabinet. Et finalement, Attorney Woo, elle va finir par trouver sa place au milieu de toutes ces personnes. Trouver sa place, mais on va aussi lui laisser sa chance et lui laisser sa place, alors qu'au début, son handicap va totalement la rembarrer de tous les cabinets, de toutes les opportunités qu'elle pourrait avoir. Et comme tu dis, ouais, ce qui est bien, c'est qu'on voit aussi comment l'entourage gère ce handicap. Parce que ça ne touche pas uniquement la personne qui est porteuse de ce handicap, ça touche toutes les personnes qui les côtoient. Et c'est ça aussi qui est intéressant et qui fait aussi se poser beaucoup de questions, parce que qu'est-ce que ça implique de côtoyer une personne
autiste entre guillemets. Et ça met aussi en avant qu'il n'y a pas un autisme. Exactement, ça c'est l'épisode où elle rencontre un autre porteur de troubles autistiques, un trouble différent du sien. Voilà. Et donc j'en dis pas trop, mais on les pousse en se disant tu vas forcément le comprendre, mais pas forcément en fait. Moi j'ai des questions. Vas-y. Si je peux continuer. Enfin, après vous avez peut-être aussi vous d'autres choses à dire parce que je monopolise. J'ai l'impression de monopoliser la parole, mais j'ai des questions par rapport au fait que moi c'est le premier drama coréen que je regarde, que je ne connais strictement rien ou très peu de choses de la Corée, de la culture coréenne, etc. Donc je me demandais est-ce que du coup cette série a des codes du drama coréen, enfin est-ce qu'il y a des codes du drama coréen? Alors en quelques mots, c'est du watchlist, on fait pas une étude approfondie du drama coréen à travers l'histoire, mais quels sont les codes, on va dire, qui font que ça rentre dans la catégorie drama coréen? Parce que tout film coréen n'est pas un drama coréen, on est d'accord. C'est pas l'autre nom du film, si? Bah c'est quand même un genre. Dès que c'est une production sud-coréenne, on va dire une série sud-coréenne, ça va rentrer dans la catégorie drama coréen. Ah d'accord, donc drama c'est un peu un synonyme de film en fait. Oui, c'est drama, c'est la mise en action. Voilà, c'est la série, c'est un drama. Ok, d'accord. Ah, je pensais que c'était plus un type d'histoire. Non, parce que là, tu vas avoir un drama juridique. Tu peux avoir les dramas sur l'école, on appelle ça les school dramas. Tu vas avoir beaucoup de dramas médicaux. Non, drama, c'est le terme générique pour dire série en Corée du Sud. Ok. Mais c'est vrai, t'as raison, il y a quand même pas mal de codes qui sont... Enfin, comment dire? Il y a beaucoup de cases du cahier des charges du drama coréen qui sont cochées avec Attorney Woo. Même si on a quand même une patte Netflix qui est là et qui permet aussi d'avoir une espèce de... Comment dire? Internationalisation du drama et du fait que ce soit accessible à tous. Parce qu'il y a des dramas qui sont beaucoup plus obscurs et moins faciles à aborder que celui-là quand même. Et voilà, enfin, comme t'as dit, il y a des clichés, enfin des codes, notamment la blague pipi caca. Enfin, désolé, mais ça c'est souvent. D'accord. Ouais. Et puis les triangles amoureux, ça c'est limite obligatoire dans un drama coréen. La beauté des personnages, c'est obligatoire également. La richesse aussi des personnages secondaires. Je sais pas ce que vous en avez pensé des persos secondaires, parce que bon, on a notre couple lead qui est tout mignon, tout beau, tout lisse. Mais je trouve que les caractères, enfin les personnages secondaires sont d'autant plus intéressants, voire même plus intéressants que notre avocate. Je sais pas, vous en avez pensé quoi, vous? Pour moi, la relation que j'ai préférée dans tout le drama, c'est la relation entre Young-woo et l'avocate avec qui elle était à l'école, Soo-yeon. Je trouve cette relation très intéressante. Parce qu'on a un personnage qui, dans un autre drama, aurait pu être démoniaque, jaloux et méchant. Essayer de tout lui voler, son mec, sa vie, machin, ses affaires. Dans un autre drama, ça aurait été un personnage qui aurait été peut-être chercher les dossiers dans son bureau pour les passer au feu. Hein. Et là, on a un personnage qui est assez équilibré, qui a... Young-woo, voilà, c'est toujours première. Dès l'épisode 1, on la présente comme un personnage qui est toujours premier académiquement, mais quand même qui suscite un peu de l'envie, de la jalousie, de l'incompréhension et plein de choses. Et le personnage de Soo-yeon, qui a été à l'école avec, reste un personnage qui est assez bienveillant, dans certaines limites, mais du coup qui est assez complet, qui est pas tout méchant ou tout gentil non plus avec Young-woo à tout lui passer. On a un personnage qui évolue au fil du drama et j'ai trouvé ça bien. Par contre, il y a un personnage que j'ai trouvé plus stéréotypé, c'est l'autre avocat, dont j'ai complètement oublié le nom. Le gars Kwon Min-woo, qui est très jaloux, très bloqué sur cette jalousie. Et justement, par contre, c'est intéressant d'un autre point de vue, parce que ça montre aussi la discrimination et que en tant que personne handicapée, il considère qu'elle a plein de privilèges et que voilà. Donc ça apporte quand même quelque chose. Je trouve qu'il y a pas... on a les ficelles. Comme tu dis, ce que j'aime beaucoup ce terme, le cahier des charges du drama coréen. Il est rempli, mais c'est pas non plus trop évident. Les ficelles servent quand même l'intrigue sans qu'on ait l'impression qu'on nous les
tapent, comment dire, qu'on nous les impose vraiment à l'écran et qu'elles deviennent lourdes sur l'intrigue. Alors, juste pour préciser, tout ce que tu viens de dire, c'est dans l'épisode 1. Donc, c'est pareil, c'est pas des choses qu'on découvre, qu'on a gâchées en le disant. Tout ça, c'est la mise en place des personnages dès l'épisode 1. Je suis d'accord avec toi, ils sont tous les personnages secondaires, il y a aucun même lui, il est pas si stéréotypé que ça, parce que les questions qu'il parfois pose sur, alors des fois tu sens que c'est de la pure jalousie de oui mais elle est handicapée, elle en a plus que nous, c'est pas juste, et il y a d'autres fois où la situation fait que effectivement on pourrait se poser la question de est-ce que c'est vraiment juste que est-ce qu'elle est pas un peu privilégiée par la situation? Est-ce que dans un cas différent, elle serait vraiment passée devant? Est-ce que ça serait pas lui le premier pour une fois? Et justement, je trouve que ça parle beaucoup, cette série, de ces zones grises, parce qu'il y a des fois c'est simple. Enfin, t'as des cas où oui, clairement, une personne qui peut-être a un handicap ou quoi, sur certains points, tu vas être peut-être moins exigeant, moins critique, ou demander autre chose en tout cas. De la même manière que tu le feras avec une personne qui a pas forcément un handicap, mais qui a tel type de caractère. Donc, dans une équipe, faut s'adapter un peu à tout le monde. Et donc t'as des situations où il y a pas vraiment de réflexion à avoir, et puis t'as ces zones un peu floues où, oui, après tout, pourquoi pour une fois ça serait pas lui qui aurait telle affaire ou quel truc, parce qu'après tout il est compétent, lui aussi il a eu son diplôme, lui aussi il a gagné des affaires, lui aussi etc. Et alors on parle de lui en particulier, mais c'est le cas pour tous les personnages. Il y a peut-être le gars du j'ai encore oublié son nom, on en a parlé juste avant, le secrétaire là, enfin il est pas secrétaire mais Juno. Ouais, voilà, celui qui est un peu le beau gosse de l'équipe, le love interest, le beau gosse, ouais, c'est ça. Alors, j'ai retenu, et c'est horrible, j'ai retenu aucun nom, donc je les ai tous appelés par des surnoms. Donc lui c'était le beau gosse, et lui par contre je le trouve un peu trop lisse. C'est le lisse de l'équipe. Mais bon, il en faut aussi, si tout le monde est trop rugueux, dans une série on s'en sort pas, il faut qu'il y en ait qui soient un peu lisses. Mais c'est un peu le lisse de l'équipe, je trouve. Je vois un commentaire quand même qui me fait tiquer. Oui, alors pour les gens qui nous écoutent, attends, juste je le replace dans le contexte, pour les gens qui nous écoutent sur le flux de Podcut, de Watchlist, on est en train d'enregistrer en direct sur Twitch, donc il y a des gens qui réagissent dans le chat. Parce qu'on l'a pas dit ça au début. Et justement, Corée parle de The Good Doctor, qui est quand même un gros oubli de ma part. The Good Doctor, c'était un drama où le personnage principal est un médecin qui est autiste. Et le plot est basé sur ça. Et à la base, c'est vraiment un drama coréen qui a été adapté en Amérique. Pour une fois que c'est pas l'inverse. Et je l'ai complètement zappé. Et donc voilà, donc c'est pas la première représentation quand même d'un personnage en plus qui a quand même une réussite académique, parce qu'il est médecin, qui est quand même et qui a complètement oublié. Qui a une réussite académique et qui est aussi dans un milieu où il faut un contact humain plus simple. Ah voilà. C'est un peu le même type de finalement comment dire de pas d'histoire, mais parce que j'en sais rien, j'ai pas regardé The Good Doctor, mais on va dire le même type de situation de départ, quoi. Après, ils sont pas du tout présentés de la même façon, le drama est pas du tout fait pareil, mais effectivement, on est quand même sur un scénario centré sur un médecin autiste. Et c'était l'époque des dramas, parce que les dramas, ils sont très par époque, et c'était la période des dramas médicaux, où il y avait que des médecins mis en scène. Mais je vais m'auto-flageller parce que Good Doctor, c'est quand même le drama que je cite assez régulièrement, et là, je l'ai complètement zappé. Honte à moi. Oui, mais au moment où on enregistre un peu malade, tout ça, allez, on te pardonne. Voilà. Et à savoir que celui qui joue dans Good Doctor, c'est le même mec qui joue dans le film d'action totalement improbable Carter, qui était sorti en 2022 avec c'était un film d'action coréen également. Les yeux clos, LYC nous pose une question. L'autisme est-il souvent évoqué dans les dramas coréens? Ça, c'est Aline qui va répondre. Oui, assez souvent évoqué, je trouve, parce que j'ai l'impression, peut-être à tort, que c'est la forme de handicap la plus facile, entre guillemets, à représenter dans ces dramas coréens. C'est-à-dire,
comment dire, ils ont un gros problème à représenter le handicap physique. On n'en verra jamais. Enfin, j'ai pas souvenir d'un drama avec une personne en fauteuil roulant. Jamais, ou tu alors, sais pas, peut-être que ça viendra, mais pour l'instant... Je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Peut-être que j'ai pas vu non plus. Mais c'est vrai que hors drama médical, l'autisme et enfin les troubles autistiques sont assez souvent utilisés comme ficelle scénaristique pour expliquer peut-être un coup de génie de la part d'un personnage. Donc ça, c'est encore à débattre. Est-ce que toutes les personnes porteuses de troubles autistiques ne sont pas tous des génies, mais voilà, il y a l'autisme a l'air d'être quelque chose d'assez scénaristiquement très utilisé et une belle ficelle du cahier des charges, on va dire. Oui, par contre, comme tu disais, c'est utilisé comme un cliché. C'est pas habituel que ce soit comme là dans cette série-là pour vraiment en parler. Par exemple, tu vois, dans Good Doctor, ça va être une personne autiste, mais elle va, je le trouve moins traité avec beaucoup moins de bienveillance que dans Attorney Who, par exemple. On est beaucoup plus dans le cliché sur Good Doctor qu'ici avec You Want Who. J'étais en train de vérifier quelque chose. Parce que j'ai vu un drama en 2016, c'était l'année de tous les bons dramas. It's Okay That's Love avec l'actrice Gong Yoo-jin, où justement la santé mentale était très évoquée. Avec le trauma et tout ça, et parce que j'étais en train de réfléchir, effectivement c'est l'autisme qui est la forme de handicap, on va dire, qui est la plus évoquée dans les dramas, mais je pense que ça revient à ce qu'évoquait Aline tout à l'heure, leur culte de la beauté. Et il y a aussi ça, le problème ils veulent avoir des personnages qui restent quand même assez lisses d'un certain point de vue. Dans les dramas, tout est très joli tout le temps. Et je pense qu'ils veulent pas se mouiller à essayer d'aller plus loin que les troubles de l'humeur et l'autisme. Parce que sinon... Oui, que le personnage reste physiquement dans les canons de beauté. Attractif. Voilà. Ok. Mais bon. Après, ouais. Sinon, il y a la dépression qui est très évoquée, mais bon, c'est encore un autre pan, voilà, mais c'est encore autre chose. Ouais. Ou alors, les persos sont aveugles, mais ils sont magnifiques. Ou aussi, ils ont un trouble... bien sûr, je n'ai plus du tout le mot scientifique, mais ils sont incapables de reconnaître les visages. Ça, c'est une ficelle aussi qui est très souvent utilisée, ouais. Ok. Concernant le casting, il y a quand même pas mal de têtes d'affiche. Woo Young-woo est interprétée par Park Eun-bin, qui est une actrice de 30 ans, qui a commencé à jouer dans les années 90, quand elle était enfant. Ouais, j'allais dire, jeune, du coup. Elle a fait beaucoup de rôles de guest, voilà, des seconds rôles. Mais à partir de 2016, la fameuse année de tous les dramas, ça a été une année explosive au niveau production coréenne. Elle a quand même joué plusieurs rôles principaux, notamment dans Age of Youth, dans Chocobank, Judge versus Judge, donc encore un truc juridique, The Ghost Detective, Hot Stove League, etc. Énormément de dramas que pour la plupart je n'ai pas vu. Pas encore vu, j'ai envie de dire. Pas encore. Par contre, dans les dramas que j'ai vus, la concernant, il y a The King's Affection en 2021, où elle jouait un des rôles principaux, le rôle de Lee Hui. Voilà. En le beau gosse. Alors, juste, je voudrais préciser, l'actrice principale n'est pas autiste. Non. Par contre, on en avait parlé déjà, elle a tenu à ne pas justement tomber dans les clichés ou faire trop d'erreurs. Non, et sur le tournage, il y avait aussi tout un staff de psychiatres et de psychologues en consultant. Oui. Non, mais c'est important à dire. Alors, le beau gosse, Lexine. Concernant le beau gosse, alors le beau gosse, il a 28 ans actuellement, donc il est un peu plus jeune que notre avocate, et il a aussi une carrière assez impressionnante d'un point de vue drama, et films, épisodes spéciaux, etc. Il est assez présent dans le paysage télévisuel coréen. Dans les rôles un peu importants qu'il a pu faire, il a joué en 2019 dans The Tale of Nokdu, dans My First Love 1 et 2, dans Short.
You're Too Much. Franchement, j'ai un peu honte parce que je cite des trucs parce que je les lis, mais honnêtement, je ne les ai pas vus ou pas encore vus. Donc voilà. Après, Aline, si jamais tu connais les acteurs pour certains rôles, n'hésite pas à conseiller, à dire ça c'est bien. Ouais. Bah, moi, je vais pas être très très objective sur Kang Tae-ho parce que j'aime beaucoup cet acteur. Mais effectivement, tu évoquais The Tale of Nokdu, donc c'est un drama historique, un saguk qui est extrêmement bien. Et Kang Tae-ho a un rôle assez sympa. Il a vraiment un rôle où il doit faire un switch de personnalité et je le trouve assez bluffant là-dessus. Et aussi en 2020, il a joué dans Run On et c'est aussi un drama très sympathique, assez feel good et assez comment je l'avais défini ? J'avais dit qu'il était pastel Ah oui, je vois l'idée. Ce drama-là. Pas fade, ouais, pastel. Ouais, mais tout doux. Et Kang Tae-ho, c'est aussi une ancienne idole. Donc, il est issu vraiment du monde de l'entertainment. Donc, ancien chanteur, danseur. Et là, actuellement, il est parti au service militaire. D'où peut-être le gap avant la saison 2 de Attorney Woo. C'est vrai que dans la série, ils en parlent tout ça, du service militaire. Ouais. Bah, d'ailleurs, il y a que son personnage qui n'y est pas encore allé. Et... Donc, qu'est-ce que ceci explique cela ? Sachant qu'il a 28 ans, donc il va le faire un petit peu plus tard que d'autres, malgré tout. Mais ils le font beaucoup, les gens célèbres autour de 30 ans. Ils font quand même... ils passent un maximum de leur jeunesse sur les écrans pour qu'on les oublie pas, et ils font le service militaire quand ils sont déjà quand même un petit peu installés dans le paysage. Ok. Lui, il va revenir le roi des rôles. Il va repartir direct clairement. Sur Attendez Woo 2 en plus. Donc, En rôles principaux, My Drama List, parce que c'est un petit peu sur quoi je me base, me propose non pas les autres rôles secondaires, mais le chef de l'équipe d'avocats qui chapeaute un petit peu, qui supervise Woo Young-woo, qui est interprété par Kang Ki-young. Kang Ki-young, c'est un éternel second rôle. C'est quelqu'un qui a joué par contre dans des dramas très très connus comme Les Trois Mousquetaires en 2014, W en 2016 et également en 2016 c'est l'année reine, Weightlifting Kim Bok-joo, qui sont des dramas que j'ai vus et que je vous recommande chaudement. Non, alors ce drama, il est un peu barré, ça parle d'une nana qui fait de l'haltérophilie. Voilà. Ok. Et il est disponible sur Netflix. Très bien. On a donc son père, Woo Young-woo, qui est également aussi une star en Corée et qui a joué dans énormément de choses très 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 connues comme All of Us Are Dead, qui est sur Netflix, qui est sorti en 2022. Rien qu'en 2022, il a fait 5 ou 6 dramas. Ah oui. Donc c'est encore une fois un casting assez imposant. En tout cas, un casting 5 étoiles, dirons-nous. Exactement. Mais avec des personnes aussi qui n'ont pas une très très grande carrière derrière eux, donc on leur a quand même laissé une sacrée chance et je pense qu'ils ont transformé l'essai. Tu penses à qui par exemple ? Bah par exemple Joo Jong-hyuk qui joue Kwon Min-woo, l'avocat jaloux. Je trouve que on l'a pas vu dans beaucoup de dramas, il a une carrière assez jeune, mais il joue très très bien le mec jaloux qui va quand même réussir à s'adoucir et je trouve qu'il est assez bluffant dans son personnage. Il a réussi à la fois à ce qu'on le déteste et qu'on l'adore à la fin de la série, je trouve. Ça a l'air d'être plus un acteur de film, mais ouais, il est pas si connu que ça. Et pourtant, il est mémorable avec son petit grain de beauté sur le nez. Physiquement, il a quelque chose qui le démarque. Et je trouve qu'il joue extrêmement bien le mec aigri, mais en nuance. Le mec aigri et jaloux, mais en nuance. Oui, il le fait extrêmement bien. Mais c'est vrai que le reste du casting, par exemple, je pense à Soo-yeon, qui est interprété par Ha Young-kyung. Par exemple, elle a fait pas mal de choses comme Hospital Playlist, qui est un énorme drama saison 1 en 2020, saison 2 en 2021, qui a beaucoup fonctionné. Donc elle est déjà connue de tout le monde. Et c'est intéressant quand même de voir que c'est... Du coup, quand c'est un casting qui appelle les fans de drama, ils vont se dire « Ah !» C'est souvent ça, hein, le paysage des dramas, c'est... Voilà, c'est assez restreint en termes d'acteurs. Il y a personne de nouveau. Et justement, ça permet, les têtes d'affiche d'attirer un petit peu tout le monde. Même si les dramas de Netflix sont extrêmement mis en avant sur Netflix. Ah bah oui.
Mais bon, Pomme, je pense pas que ce soit le casting, toi, qui t'es attiré. Absolument pas. J'en connaissais aucun. J'ai déjà oublié tous les noms des personnages, tous les noms des acteurs. Du coup, avec Monsieur Pomme, c'était devenu, donc, il y a Wu, le beau gosse, le gars, la meuf, le chef, pour l'équipe. Tu vois ? Après, il y a la chef, le père. Enfin, tu vois, c'est comme ça qu'on s'y retrouvait quand on en parlait. Parce que les... Ouais, non, sinon... Mais je recommande la VO fortement, même. De toute façon, c'est sous-titré en français. Ah ben... Donc, il n'y a pas de problème. Mais on est d'accord. De toute façon, les séries, les films, c'est toujours en VO. Ben non, parce que franchement, selon ton état de fatigue ou quoi, peut-être t'es pas apte à regarder en VO. Après, t'as des gens qui peuvent être dyslexiques ou quoi, et pour qui ça peut être très compliqué de lire en même temps qu'ils regardent. D'accord. T'as des VF qui sont extrêmement bien faites, donc pourquoi pas. Non, faut pas être aussi strict et fermé sur la VF. Tu peux avoir plein de raisons de regarder en VF. En tout cas, Attorney Woo a le mérite d'avoir une VF. Il y a peu de dramas sur Netflix qui en ont une. Donc ça permet aussi d'être d'autant plus accessible pour le public français et le public international en général. Vous qui écoutez des podcasts, je vous invite à aller écouter tout podcast qui se présente et qui parle des doubleurs et des traducteurs parce que c'est toujours passionnant. Voilà, c'était le petit point. J'en ai parlé dans plusieurs Dr. Watt, j'en ai déjà parlé dans d'autres watchlists. Voilà. Et moi j'avais une question, parce que du coup on a un petit peu dit ce qu'on pensait de ce drama, mais vraiment pourquoi on l'a aimé, et déjà, et comment vous le conseilleriez genre aux collègues à la photocopieuse. Genre comment vous le conseilleriez à quelqu'un qui est pas forcément initié ou quoi. Genre, qu'est-ce que t'as regardé hier soir ? Ah j'ai regardé ça. Comment vous le conseilleriez ? Moi, c'est un peu ce que j'ai déjà dit. Ce qui m'a accroché, c'est la manière dont... en fait, c'est vraiment tout ce qu'on a dit. Gérard, moi, je te conseille de regarder Attorney Woo, parce que, franchement, tu sais, c'est un peu comme Ali McBeal, sauf que c'est en Corée, et l'actrice principale, en fait, elle est autiste, et en fait, c'est vachement profond. Ça parle vraiment des questions sur l'autisme et tout. Tu verras, Gérard, regarde ça. Je caricature un peu. mais en gros, c'est ça. Non, c'est vraiment ce qui m'a accroché, c'est le fait que j'avais une idée cliché des dramas coréens. Déjà parce que drama, je m'attendais à donc drame, un truc un peu trop, tu vois, des fleurs, des j'en sais rien, comédie romantique en fait. Je m'attendais à un truc type comédie romantique. Et donc j'ai été agréablement surprise. C'est pas ce que j'attendais, mais c'était mieux. Je sais pas, je me perds un peu dans la manière dont je voulais le présenter. Mais en gros, c'est ce que je dis, c'est ça. C'est l'actrice principale, donc le personnage principal est une avocate qui est autiste et on la voit évoluer et on voit toutes les nuances et on voit les difficultés que ça peut être au sein de la société coréenne, mais pas que. Comme je disais, à un moment donné, quand même, on évoque les nazis. Et voilà. Et toi, Aline ? Alors, moi, ce serait plutôt à côté de la machine à café avec Corinne. Et je lui dirais, si t'as envie de passer un petit moment avec une héroïne atypique sur un drama, enfin sur une série où t'as l'impression que c'est une bleuette, mais c'est vachement plus profond. Et il y a un petit côté doux amer dans les épisodes. C'est-à-dire que tu vas à la fois rigoler, tu vas aussi être très ému et tu vas quand même aborder des sujets assez compliqués pour certains épisodes et d'autres épisodes qui seront au contraire très légers. Donc c'est vraiment cette différence que tu peux avoir et c'est une bonne porte d'entrée dans le monde des dramas coréens. Et toi, Alex ? Je trouve que c'est vraiment un drama qui est très riche de plein de choses. On en a parlé de pas mal de choses, mais c'est un drama que j'ai pas pu binge parce que émotionnellement je le trouvais très fort et il y avait des épisodes qui m'ont vraiment retourné un petit peu, pas de façon négative forcément, mais juste qui m'ont tellement touchée, j'arrivais pas trop à les enchaîner. Et chaque épisode aussi fait 1 heure, 1 heure et quart, ce qui aussi peut jouer dans le fait de pas le binger. Et moi je trouve qu'au travers des 16 épisodes, il couvre pas mal de sujets de société coréenne
Et quand on connaît pas du tout la Corée, ça permet d'avoir vraiment une approche un peu globale de pas mal de choses. Oui, il y a des sujets où nous, on a été très étonnés parce qu'on n'est pas habitué à les voir traités comme ça. Notamment, je me souviens d'un épisode sur un truc d'héritage. Et ce truc de l'aîné de la fratrie, celui du milieu, le plus jeune, etc., ça n'existe pas ou très peu dans notre société en France. Ou pas à ce point, quoi. Pas de manière aussi installée. Et du coup, il y a eu plein de fois où la manière dont réagissaient les personnages, on a dû se forcer à prendre le recul de se dire attends, non, c'est peut-être pas abusé. C'est possible que en Corée, ce soit logique. Non, c'était très justement traité, justement enfin, je dis beaucoup justement. Il y avait, voilà, je vais dire comme ça, il y avait beaucoup de justesse dans le traitement des sujets. Mais en même temps, avec des personnages qui sont ultra bien caractérisés, et on peut comme ça apprendre aussi, comme tu disais, Lexine, sur une société, comment ça se passe, tout en gardant notre point de vue d'Européens depuis notre canapé quand même. C'est aussi ça la patte Netflix, c'est que t'as quand même beaucoup de moyens qui sont donnés, tout en gardant une certaine spécificité de la Corée du Sud, mais en laissant à regarder à des Occidentaux, par exemple. Est-ce que c'est pas une sorte de vulgarisation de la société de la Corée du Sud ? Il y a de ça. Parce qu'en plus, le contexte du drama, c'est un tribunal. Mais leurs tribunaux ressemblent à nos tribunaux, ça ressemble à Ali McBeal. Donc on n'est pas dépaysé de ça. Du coup, tout cet aspect-là, on le connaît. Et ça nous permet moi je trouve d'avoir un repère pour pouvoir s'ouvrir un peu sur le reste. C'est pas tout dépaysant comme genre les dramas historiques. Ça ne ressemble en rien à oui, c'est de nos jours, enfin ça se passe en 2021 quoi, ou en 2020, donc c'est pas... Oui, on n'est pas sur des dramas chinois de fantaisie, quoi. Et on a oublié une chose essentielle. Un argument de taille, de très grande taille. Il y a des baleines. Oui. Oui. Mais oui. Vous savez comment on dit baleine en coréen ? Oh, j'ai oublié, moi. Apprends-nous. Corée. D'accord. C'est pas une blague. Ça se dit Corée. Voilà. Du coup, je trouvais ça rigolo parce que c'est un drama coréen où l'héroïne est fan de Corée. Mais c'est pas nationaliste. Voilà, parce que non. Elle est fan de baleines et on apprend énormément de choses sur les baleines au fil des épisodes. Elle fait une fixation sur les baleines dans ce qu'elle connaît des baleines et dans son imaginaire aussi. Beaucoup de baleines. De baleines volantes. Des baleines volantes entre autres, oui. Si je devais par contre recommander ce drama, je dirais que c'est comme l'a dit Pam, un peu comme Ali McBeal mais à la sauce coréenne. Et justement, cette fixation sur les baleines, c'est ce qui me rappelle un peu Ali McBeal. Quand elle part dans son univers de baleines, je revois Ali McBeal partir dans sa bulle un petit peu... avec le bébé qui danse à part. Oui. Et si on prête un peu l'oreille, il y a énormément de références à la culture coréenne qui sont très intéressantes. Par exemple, à un moment, le juge, il y a quelqu'un qui lui fait un petit peu lèche-botte et qui lui dit « Ah, mais votre nom, c'est Ryu, est-ce que vous ne seriez pas de la descendance royale de Handong ?» Tout ça, c'est des petites choses. C'est intéressant parce qu'en fait, après, tu peux dire « Oui, Ryu, c'est un nom de famille de descendance royale en Corée et ils habitent à Handong », ce qui est tout à fait vrai. Et c'est juste des petites choses comme ça et... C'est pas grave si tu comprends pas et ça t'apporte un truc si tu le captes. Voilà, Enfin, il y a rien à jeter. À chaque fois, les scènes, elles ont un intérêt. À chaque fois, les dialogues, ils apportent quelque chose d'une façon ou d'une autre. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant, même si effectivement, on a toujours ce cahier des charges qui est aussi très intéressant. Un jour, il faudrait qu'avec Aline, on vous produise un bingo des dramas coréens, comme ça, vous sauriez à quoi vous attendre. Par exemple, ça c'est pas un giga spoil, quels téléphones ont absolument tous les personnages dans le drama? Ah, je sais, j'ai même pas fait au gaffe. hasard. C'est pas machin qui se plie, là? Un Samsung. Ils ont ils ont un Z Flip. Ouais. J'espère qu'on va être sponsor. Hein. Ils ont le Samsung qui est sorti en 2022. Et ils ont le dernier Samsung, ils ont le Z Flip, il y en a qui ont le Fold, parce que les deux sont sortis en même temps, mais ils ont des éditions en rose, en violet, des éditions un peu spéciales et des couleurs limitées. Et même le personnage qui galère à la fin du mois. Et ça, je trouve ça génial. Ça, c'est pas giga spoilant, mais ça fait partie du cahier des charges du drama coréen. Le dernier Samsung. Je pense qu'on a fait le tour sans spoil. Maintenant, on peut juste vous inviter à aller regarder le drama. Oui. Pour pouvoir voir de quoi on parle quand on parle de sujets complexes, que Pomme parle de nazis, dans quel contexte c'est inscrit et
promis, il y a plein de choses à découvrir sur la société coréenne à travers ce drama. Et quand vous l'aurez vu, quand vous aurez tout vu, si ça vous intéresse, sachez que Aline, ici présente, a fait un épisode sur Atorneo. Voilà. Donc, par contre, là, ça va spoiler. Donc, oui, si vous voulez aller plus loin... C'est un épisode qui va permettre d'approfondir la série, pour le coup, comme il faut. De dire tout ce qu'on ne peut pas dire ici. De toute façon, on mettra le lien vers le podcast d'Aline, d'Alex et de moi-même. Et on mettra le lien plus spécifiquement vers cet épisode-là, tant qu'à faire. Et c'est la fin de cet épisode. On se retrouve de toute façon très bientôt sur nos podcasts respectifs. Et vous pouvez nous retrouver toutes les 3 dans la réponse D, où Woo pourrait animer une catégorie entière sur les baleines. Que ce soit à l'écriture, au montage ou à la voix, n'hésitez pas, la réponse D du lundi au samedi. Watchlist est un podcast du label Podcut et vous pouvez également nous retrouver sur Discord. Nous avons également un Patreon qui donne accès à des articles exclusifs et pas mal de petites choses, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous soutenir. Je vous remercie beaucoup déjà d'une part ceux qui étaient là pour ce live et puis ceux qui vont nous écouter. Merci beaucoup. À bientôt.